Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Julie Stoll, bonjour. Vous êtes la déléguée générale de Commerce Équitable France. À vos côtés, Claire Touré, bonjour. Déléguée générale du label Bio Partenaire. Un peu de présentation pour commencer, même si on vous a déjà reçu. Commerce Équitable France est une association. C'est quoi votre mission en quelque sorte? Alors notre statut, c'est effectivement associatif. C'est un statut associatif et nous sommes le collectif français des acteurs de commerce équitable. Donc on rassemble à la fois des entreprises qui mettent sur le marché des produits issus du commerce équitable. On rassemble les différents labels, la riche biodiversité des labels de commerce équitable en France, quelques distributeurs très engagés et puis des ONG, des associations d'éducation des citoyens et des consommateurs. Et vous êtes notamment à l'origine de cet observatoire du commerce équitable. Ça sert à quoi ça? Alors ça sert à donner une photographie de l'état du marché du commerce équitable. Et donc effectivement, chaque année au moment de la quinzaine du commerce équitable, c'est-à-dire en ce moment, au mois de mai, on publie les données économiques du secteur, les chiffres de vente, qui sont donc pour l'année précédente, 2021, en croissance assez significative. Oui, on va y 11% de croissance. Et oui, on va y venir en détail parce que c'est vraiment intéressant d'analyser ce chiffre. Le label Biopartenaire, Claire Touré, de quoi s'agit-il? Alors, le label Biopartenaire, c'est un label qui a été créé par des entreprises très engagées en agriculture biologique, donc par une association qui gère ce label. L'association a été créée en 2002 et ces entreprises, finalement, travaillaient avec des producteurs, des organisations de producteurs dans des pays tropicaux et les ont accompagnés à passer en agriculture biologique. Et pour ce faire, elles ont utilisé tous les leviers du commerce équitable. Et elles ont voulu prendre une parole commune pour lier le commerce équitable à l'agriculture biologique. Donc nos adhérents, donc parmi les fondateurs, il y avait Kaoka, par exemple, une entreprise pionnière dans les filières bioéquitables de cacao, également Equibio, les épices Cook et bien d'autres ont rejoint l'association, puisqu'aujourd'hui, c'est 73 adhérents impliqués dans des biopartenariats, donc avec des produits labellisés biopartenaires. Donc c'est 1000 références, un peu plus de 1000 références, qui sont distribuées exclusivement en réseau spécialisé bio. D'accord. Et donc ça veut dire que ce label Biopartenaire, on le retrouve sur des produits de consommation au final? Exactement. C'est ça. On le retrouve sur les produits de consommation. Je vous pose la question parce que vous l'avez évoqué, on s'y paume un peu, on s'y perd un peu, pardon, dans ces labels. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu simplifier quand même? Alors peut-être qu'on pourrait, mais peut-être qu'on ne pourrait pas. C'est la biodiversité, c'est la spécificité, c'est que c'est complexe. Mais je vous rassure, mes enfants, ils reconnaissent 147 Pokémon. Donc je pense que les consommateurs peuvent gérer 7 ou 8 labels de commerce équitable. On peut faire une émission spéciale sur les labels de commerce équitable. Bon, je reviens à ces chiffres de l'Observatoire. Effectivement, le commerce équitable dépasse pour la première fois la barre des 2 milliards d'euros de ventes aux consommateurs en 2021. Et pourtant, les crises, parce que voilà, il y a une succession de crise, même si évidemment sur les chiffres 2021, la guerre en Ukraine n'avait pas commencé, mais quand même les crises n'ont pas freiné cet engouement. Comment vous l'expliquez ? Alors, sur 2021, un facteur explicatif important, c'est l'engagement des marques. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même de plus en plus de marques qui ont proposé de plus en plus de produits avec un label de commerce équitable, en réponse aux demandes du marché, mais aussi surtout en réponse à des problématiques sociétales qui sont réelles. Et ces entreprises se rendent compte que le commerce équitable, c'est un outil qui est utile et qui est efficace pour répondre à un certain nombre de défis. Donc notre hypothèse, c'est que les consommateurs sont quand même de plus en plus conscients et solidaires des producteurs qui sont à l'origine des produits qu'ils consomment. Et donc ça fait quand même écho à des valeurs qui sont profondes, qui vont au-delà d'un effet de mode et qui permet de maintenir une demande de produits équitables, mais aussi un mouvement d'entreprises engagées de plus en plus puissant. Oui, et on rappelle, ça concerne évidemment des producteurs qui peuvent être un peu partout sur la planète, mais aussi des producteurs français. On y avait consacré plusieurs émissions, donc il faut vraiment avoir ça en tête. Aujourd'hui, c'est un tiers de produits français et 2 tiers de produits issus des filières tropicales des pays du Sud. Est-ce que l'inflation de ces dernières semaines, les tensions très fortes sur le pouvoir d'achat, ça freine ce mouvement ou pas? Qu'est-ce que vous avez comme indicateurs récents? Pour l'instant, il n'y a pas de décrochage particulier du commerce équitable. Et surtout, il y a un lien très fort entre le commerce équitable et l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique est plutôt moins inflationniste
que l'agriculture conventionnelle, parce qu'en gros, il n'y a pas d'engrais azotés de synthèse dans l'agriculture biologique, donc il n'y a pas de gaz russe dans l'agriculture biologique. Pour tout ce qui est produit issu de l'élevage, il y a une autonomie de l'alimentation animale sur les fermes. Donc sur le volet bio, c'est peu inflationniste. Et sur le commerce équitable, aussi, puisque le principe même du commerce équitable, c'est de payer un prix qui couvre les coûts de production. Une partie des coûts de production augmente, donc une partie du prix du commerce équitable augmente aussi. Mais la partie spéculative, ça, le commerce équitable, il sort de ce système-là. Donc quand les prix sont très à la baisse, le commerce équitable, il paye plus cher. Mais si on a des prix qui sont spéculatifs sans raison liée aux coûts de production, le commerce équitable, il n'inclut pas ces coûts-là. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais on est plutôt sur des dynamiques de marché qui vont tanguer, un peu comme tout le monde, mais qui ne sont pas aussi inflationnistes que le reste de l'alimentation. Et puis, Claire Tourès, sur ce label biopartenaire que vous portez, il y a justement cette notion, évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on va rentrer en détail dans l'explication, de juste rémunération des producteurs et des productrices. Est-ce que ça aussi, c'est un amortisseur de crise, d'une certaine façon ? Oui, c'est très important le commerce équitable car il permet de prendre en considération les coûts de production. Donc les coûts de production en agriculture biologique sont basés sur des pratiques agronomiques qui n'utilisent pas ces intrants chimiques de synthèse dont parlait Julie tout à l'heure et qui sont aussi... Ces prix peuvent être soumis à des aléas climatiques. Donc au-delà d'un prix garanti, sur plusieurs années, il y a une discussion annuelle qui permet de prendre en considération des problématiques, notamment des aléas et des aléas climatiques, avec 2 leviers essentiels. Le premier, c'est effectivement de discuter jusqu'où on peut prendre une augmentation du coût de la matière première pour que les organisations de producteurs ne soient pas déstabilisées. Et puis, la deuxième solution, qui est une solution plus de long terme, grâce notamment au fonds de développement, c'est de discuter aussi de projets qui permettent d'augmenter la résilience des fermes en agriculture biologique et de développer de l'agroforesterie, par exemple, ou de la biodiversité, essentiellement aussi de développer de nouveaux partenariats équitables sur d'autres matières premières, puisqu'en agriculture biologique, les fermes sont souvent diversifiées. Donc d'autres produits de la rotation ou d'autres activités présentes sur les fermes. Mais Julie Stoll, effectivement, il y a cet engagement sur la juste rémunération, peut-être sur des prix équitables, c'est le principe, sur des durées plus longues, mais comment tenir ces engagements-là quand le marché autour de vous est en train de subir la hausse des prix ? Vous voyez ce que je veux dire sur un certain nombre de matières premières. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction impossible, une promesse impossible à tenir à un moment ? Alors c'est ce que je vous disais, quand il y a une hausse des coûts de production pour les organisations de producteurs agricoles impliquées dans des filières de commerce équitable, le prix du commerce équitable, effectivement, il doit être à la hausse pour pouvoir couvrir l'augmentation de ces coûts de production. Parce qu'eux-mêmes, ils se fournissent en matières premières qui augmentent. D'accord. Mais dans une filière, il y a la matière première, il y a les intrants que vont utiliser les organisations de producteurs. Donc ça, il va y avoir une augmentation des coûts de production. Le prix du commerce équitable doit le prendre en compte. Par contre, là, on vient de battre tous les records sur le prix du blé, par exemple. Le record mondial de prix du blé qui est en partie issu de la spéculation. Il y a plus d'un tiers des transactions sur le blé qui sont une activité des entreprises d'assurance, des fonds de pension, qui ne sont pas du tout issus d'activités d'acteurs de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est le volet spéculatif qui est après la production. Et donc ça, en fait, c'est des éléments qu'on ne trouve pas du tout dans les filières de commerce équitable. Dans les filières de commerce équitable, on est sur de l'économie réelle. Donc oui, quand il y a une augmentation du prix de l'essence utilisée dans les tracteurs pour les producteurs, évidemment, le commerce équitable doit couvrir ces coûts-là et évidemment, ça va se retrouver en partie dans le prix de l'alimentation. Mais par contre, sur votre pain brioché, il n'y aura pas le prix du blé au cours mondial qu'on retrouve aujourd'hui parce que ce n'est pas le principe du commerce équitable. Oui, on a bien compris. Dans les résultats de cet observatoire du commerce équitable, Julie Stoll, il y a le nombre d'entreprises qui s'engagent et de références produits qui augmentent. Vous pouvez nous le détailler, ça ? C'est quoi? C'est plus de 35%, je crois, de références. L'année dernière, en 2021, on a eu une augmentation du nombre de références de plus 36%. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un record là, dans ces dernières années. Et à la fois des entreprises qui étaient déjà impliquées dans le commerce équitable et qui développent leur nombre de références ou qui basculent des produits qu'ils avaient déjà et décident de rentrer dans une relation équitable
avec leurs fournisseurs habituels. Ils transforment leurs pratiques, aussi pour sécuriser. C'est un amortisseur de crise pour les producteurs, mais aussi ça donne de la visibilité, notamment pour les PME. Donc c'est pas inintéressant de rentrer dans l'économie réelle quand on a une entreprise. Et puis des entreprises qui n'étaient pas du tout dans l'équitable et qui décident de basculer. Vous faites le lien entre le bio et l'équitable. Est-ce que l'équitable est un accélérateur de transition écologique? Est-ce que ça fait passer de plus en plus d'exploitants, d'agriculteurs au bio? Oui, bien sûr, c'est un des leviers pour développer l'agriculture biologique. Et au-delà de développer l'agriculture biologique, c'est aussi un levier pour aller plus loin dans des pratiques qui sont très vertueuses en termes environnementaux, notamment par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique. Le commerce équitable, on voit bien que des acteurs commencent à s'investir dans une filière et puis petit à petit développent davantage de filières pour avoir des produits labellisés équitables. Et ça permet effectivement un vrai accompagnement au niveau des producteurs et de l'ensemble de la filière. C'est un cadre structurant pour la filière. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur comme tous les jours. On va parler des déchets du bâtiment.